Merci, Monsieur Potvin. Et j'inviterai maintenant Monsieur Bruno Marchand, maire de Québec, à vous adresser quelques mots. Merci, Champlain. Alors, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les députés, membres du corps consulaire de Québec, les médaillés de la Ville de Québec, qu'on va souligner tout à l'heure, distingués invités, citoyens et citoyennes de Québec, merci d'être présents. Nous sommes très heureux de fêter cette grande fête avec vous. Alors oui, notre archevêque le disait tout à l'heure, bonne fête Québec, c'est effectivement le cas, c'est le mot d'ordre aujourd'hui. Notre ville, comme vient de le dire M. Potvin, comme vous le saviez, a exactement 415 ans. Le 3 juillet 1608, et je profite des bienfaits de notre société historique qui m'a grandement aidé dans le texte que je vous lis. Donc le 3 juillet 1608, Samuel de Champlain, exactement celui-ci, intemporel, et une vingtaine d'autres Français ont débarqué sur la pointe de Québec et ont commencé à construire une habitation. À l'emplacement actuel de l'église Notre-Dame-des-Victoires, que vous connaissez, sur la place Royale, juste en bas. Ils ont bâti un magasin. C'était déjà les précurseurs des temps gays, j'ai vu Jacques tout à l'heure. Ils ont bâti un magasin parce que Québec devait être un comptoir pour la traite des fourrures. Et 3 corps de logis à 2 étages, le tout relié par une enceinte surmontée d'une galerie. Champlain logeait au premier étage d'un des 3 corps de logis et de sa fenêtre, il pouvait voir le fleuve. Et vous savez à quel point le fleuve a une importance ici. Cette habitation était entièrement en bois et s'est vite dégradée en raison des rigueurs de notre climat, vous en conviendrez tous. Ainsi, à la fin de l'été 1623, il y a 400 ans, Champlain a-t-il décidé d'en construire une nouvelle, mais cette fois-ci en pierre. Il ordonna à ses hommes de rassembler des pierres de grève, des blocs de granit trouvés sur les rives du fleuve et du schiste ardoisier du Cap Diamant. Il a fait préparer de la chaux avec du calcaire trouvé à Charlebourg. Déjà, on avait la réunion de la ville qui se profilait. Et à Beauport également, et un four aménagé à proximité de la nouvelle habitation. Il a demandé à ses hommes de tailler des planches et de débiter des poutres. La construction de la nouvelle habitation n'allait pas pouvoir débuter avant le printemps suivant, mais tout devait alors être déjà prêt. Depuis 1608, Champlain avait pris conscience de la nordicité de Québec. Inspiré et aidé par les Premières Nations, il s'était habitué aux hivers longs et rudes. Il savait qu'on pouvait survivre au froid, à la neige et au vent venus de l'Arctique, à condition de s'y préparer, d'avoir des réserves de bois, de chauffage et de nourriture, d'avoir une habitation en bon état et d'avoir profité de la belle saison pour rassembler le matériel indispensable et faire les travaux nécessaires. Champlain était un bon chef, selon l'histoire. Il savait s'entourer, décider et anticiper. Les qualités indispensables pour faire prospérer une communauté humaine dans cette contrée nordique. Durant l'été 1623, il y a 400 ans exactement, une paix entre les toutes Premières Nations de l'Amérique du Nord-Est était en cours de négociation, en particulier avec les Iroquois. Elle allait aboutir durant l'été 1624. Champlain pensait que l'influence du roi de France, qu'il représentait, allait pouvoir s'étendre sur une grande partie du continent nord-américain. Que Québec allait devenir la capitale d'une Amérique du Nord presque entièrement franco-indienne, comme il l'aurait qualifié à cette époque. Aussi, a-t-il vu grand pour la nouvelle habitation de Québec. Il devait être un château en U, avec un bâtiment d'un peu moins de 36 mètres de long, 2 ailes perpendiculaires à chaque extrémité, chacune ayant une longueur d'un peu moins de 20 mètres et 4 tours au coin du corps de logis principal. Elle devait être le lieu le plus prestigieux de la colonie, être le premier bâtiment s'offrant aux visiteurs venant par le fleuve, les impressionner durablement. Aujourd'hui, 400 ans plus tard, peu de visiteurs arrivent par le fleuve. On arrive encore, mais arrivent surtout par ailleurs. Mais vous en conviendrez avec moi que la rive reste la vitrine principale de la ville, avec une formidable vue sur le Cap Diamant, le château Frontenac et évidemment la statue de Samuel de Champlain qu'on ne visitera pas cette année puisqu'elle est en préparation. C'est en regardant la ville depuis le fleuve que les Québécois sont fiers de leur capitale. Une capitale que Champlain a voulu réinventer en Amérique du Nord. Voilà pourquoi, et je salue nos homologues du gouvernement du Québec et du Canada, la promenade Samuel de Champlain est si importante. La promenade de Samuel de Champlain, vous aurez des nouvelles, c'est une question d'heure, n'est-ce pas, M. Julien? La promenade Samuel de Champlain nous permet non seulement de nous réapproprier les rives du fleuve, mais doit aussi être une fierté pour les gens de la ville
une fierté pour cette ville où nous vivons, son histoire. Comme Champlain, ayons de grandes ambitions pour Québec. Comme Champlain, soyons fiers de notre ville et de ceux qui la font rayonner. Il y a 400 ans, presque 400 ans, il y a un jour, le 2 juillet 1623, est arrivé un j'ai nommé Étienne Brûlé, que vous connaissez probablement un peu moins, sur un canot en provenance de Tadoussac. Il revenait de France où il avait séjourné durant 1 an, auprès de sa famille à Champigny-sur-Marne, près de Paris. Étienne Brûlé était un jeune de Québec, devenu truchement, c'est-à-dire interprète. Arrivé pour la première fois en Nouvelle-France en 1610, il avait aussitôt voulu aller vivre avec les Hurons-Wendat pour apprendre leur langue. Il avait formidablement réussi. En juillet 1623, à son retour de France, une mission particulièrement audacieuse lui a été confiée par Champlain. Celle d'aller visiter les Winnebago, un peuple autochtone logé dans la baie verte, au bord du lac Michigan, une région où aucun Européen n'était encore allé. Champlain a choisi Brûlé parce qu'il se savait apte à réussir. Étienne Brûlé a été un des champions de Samuel de Champlain. Et j'ai envie de vous dire, si on est ici aujourd'hui, c'est parce que des champions comme Champlain, comme Brûlé, comme une multitude de femmes et d'hommes sont venus avant nous et ont fait de cette terre un lieu où on peut prospérer. C'est trop facile de penser qu'on est ici uniquement par la force de notre volonté et d'oublier ce qui est venu avant. Pensons à nos mères, à nos pères, ceux qui nous ont précédés le plus près de nous. Pensons à ce qu'ils ont fait pour que vous puissiez être ici aujourd'hui, ce qu'ils ont fait et qui façonnent encore votre parcours des années plus tard. N'oublions pas ceux qui sont venus avant elles et eux, qui ont construit ici un État de droit, un État de démocratie, en nourrissant des institutions fortes, en les améliorant et en les préservant contre les différents assauts. Il n'y a rien d'acquis en ce moment. Et vous suivez assez l'actualité pour voir ce qui se passe en Europe de l'Est, pour voir ce qui se passe dans d'autres pays dits démocratiques, pour voir que si on ne protège pas ce qui nous est le plus cher, si des femmes et des hommes ne s'étaient pas venus avant nous pour les construire et les protéger, et si nous ne portions pas ce flambeau, l'ensemble de ces valeurs très chères qui nous gouvernent, qui font de ce lieu un lieu magnifique, un lieu de paix, un lieu qui peut inspirer le monde, pourrait être mis à mal. Mais à tous les jours ici à Québec, il y a des Étienne Brûlé. À tous les jours, il y a des femmes et des hommes comme vous qui se lèvent et qui portent ce flambeau-là de construire quelque chose de plus grand qu'eux, qui croient à une mission plus grande qu'eux. Et cette année, ce soir, je vous invite à la plage Jean-Béliveau où on célébrera avec des équipes sportives qui ont fait notre fierté durant toute la dernière année. Ce sera une autre façon de célébrer Québec, cette ville de champion. Champion par ses actes courageux, par ses jeunes, par ses moins jeunes qui réussissent, qui font la fierté. On soulignera tout à l'heure 4-5 personnes de génie qui ont choisi Québec, malgré toutes les tentatives que les gens extérieurs ont eu de les recruter, qui ont choisi Québec pour bâtir ici quelque chose d'extraordinaire. Et si ça se fait, c'est parce qu'il y a des femmes et des hommes qui choisissent au quotidien Québec, qui se lèvent le matin et qui portent Québec dans leur cœur, et qui, malgré l'ensemble des opportunités, décident d'en faire quelque chose de grand. Québec, ce sera l'hiver prochain notre 415e hiver. Bon, je le sais, on ne les a pas tous vécus, mais ce sera quand même notre 415e hiver, porté par des femmes et des hommes qui sont venus avant nous et qui nous ont permis de se rendre où nous sommes. J'ai envie de vous dire, quand on regarde l'histoire, ce qu'elle nous apprend, c'est malgré les immenses défis qui sont devant nous, malgré les murs qui se dressent, malgré les incertitudes, autant en matière de paix sur cette terre, autant en matière d'environnement, malgré l'ensemble de ce qui peut, le matin, nous angoisser, rappelons-nous que des 415 hivers, il n'y en a pas un qui nous a mis à genoux. Et ce n'est pas le 416e non plus qui va réussir, et ni le 417e. Mais pour ça, on aura besoin de travailler ensemble, on aura besoin de débattre, on aura besoin de continuer à exprimer des idées plurielles et tant mieux. On aura besoin de se rallier. On aura besoin d'être un lieu dans le monde où on pourra dire aux autres sur cette planète que c'est possible, qu'on peut inspirer à travers des succès l'ensemble d'une planète à passer à travers ces immenses défis. Québec, rien de tout ça qui est possible sans vous. Mais Québec, la suite sera grandiose uniquement avec vous, en considérant ceux qui nous ont précédés et cet immense flambeau qui nous demande de porter. Québec, bonne fête, soyez fiers, c'est une immense journée pour célébrer ce que nous sommes et surtout ce que nous allons devenir. Bonne fête, Québec.